Prova? Sì. Allora, mi sentite? Sì? Bene. Allora, cominciamo. Io mi chiamo Dominique, come Dominique Roch. Sarà una coincidenza. Comunque, cari amiche e cari amici, benvenuti a questo spazio profumato dedicato alla penna di Dominique Roch, che oggi è un nostro graditissimo ospite. Io mi chiamo Dominique Sergi-Rosset e sono collega, ma soprattutto amica di Dominique, con il quale appunto condivido sia lo stesso nome di battesimo, ma sarà anche forse un caso che condividiamo un po' lo stesso milieu lavorativo, perché è quello delle fragranze e dei profumi, e nella fattispecie quello delle materie prime naturali. Dominique, ve lo introduco un attimo, lavora da molto tempo per una casa essenziera. Per chi non è proprio del settore, le case essenziere sono delle industrie, delle aziende che creano dei profumi, che formulano delle composizioni profumanti che poi vanno nei prodotti che noi abbiamo in casa, quindi dal bagno schiuma allo shampoo, alle candele profumate, ai deodoranti per la casa, eccetera, e anche ai brand che non hanno diciamo una manifattura loro e una creazione loro di profumi, quindi brand della moda. Queste case di essenziere si chiamano F&F in gergo, quindi Flavor and Fragrances, perché fanno anche gli aromi naturali per i cibi che noi mangiamo tutti i giorni. Dominique lavora per una di queste top 5 del mondo in questo settore, e la sua posizione è, diciamo, strategica ed essenziale, perché Dominique si occupa di assicurare l'approvvigionamento delle più esclusive materie prime naturali. Dominique viaggia incessantemente alla ricerca di eccellenze nel mondo per portarle poi sui tavoli di creazione, di composizione dei più noti profumieri del mondo, che sono anche molto esigenti in termini di profili olfattivi e di qualità delle materie prime, per poi creare le fragranze che noi avremo sulla nostra toilette. E Dominique come lo fa? Dominique è un cercatore di essenze. Il libro ce lo scrive molto bene. Il titolo in francese è ancora più bello, perché gli fa onore ancora di più, perché è cueilleur d'essence, cioè colui che non solo ricerca le essenze naturali, ma ne segue il loro percorso, ne segue il loro sviluppo e si rende in terre impervie, difficili, a volte anche pericolose per situazioni climatiche, per situazioni politiche, ma ne assicura anche non solo il trovarle, ma anche la loro sopravvivenza per specie anche molto delicate e anche molto a rischio. Sono quindi materie prime di eccellenza, ma che sono naturali, quindi sono esposte al volere della natura e quindi a volte anche spesso esigue. Il suo libro è scaturito da un'idea appunto di raggruppare tutti i suoi viaggi più belli che ha fatto, quindi è una sequenza narrativa un poco romanzata di queste incredibili esperienze che Dominique ha fatto nel mondo in prima persona e alle quali ha dedicato la sua vita. Il libro, devo dire, è affascinante, perché una volta iniziato ci trasporta in un viaggio attorno al pianeta dal quale non vogliamo più scendere. Lo scorso autunno Dominique mi chiamò e mi disse: guarda, stavo uscendo con il mio libro in Francia, io sono andata subito a comprarlo e l'ho letto in 2 giorni. E ringrazio anche l'editore Feltrinelli, perché Feltrinelli lo ha individuato fra le opere straniere di pregio e ne ha fatto, diciamo, un best seller. È uscito, mi sembra, verso Natale, quindi con una eloquente traduzione molto molto vicina al testo francese, ed è stata un'idea regalo per tutti noi italiani. Io parlo con emozione di questo libro perché oltre alle pagine dedicate, adesso vi dico alcune, diciamo, materie prime, ma non so, la vaniglia, l'incenso, la lavanda, il bergamotto, l'oud, c'è anche un capitolo, il 16°, che è dedicato alla mia azienda, cioè all'azienda per la quale io lavoro, che si trova in Australia. Parliamo dell'olio di sandalo, l'oro giallo della profumeria per antonomasia, è un'essenza divina
eletta da millenni come il re degli ingredienti per la profumeria, e il capitolo in effetti si intitola L'oro sacro. Dominique ha visto nascere le nostre piantagioni in Australia, ne ha seguito negli anni lo sviluppo, e in queste grandissime distese di migliaia di ettari di alberi c'è anche un albero che è dedicato a Dominique perché porta il suo nome, perché è lui stesso che l'ha piantato. Vi lascio quindi alle sue parole e al trasporto che Dominique vi trasmetterà per questa mission, direi, elitaria, legata ai sensi, alla natura e allo sviluppo sostenibile delle nostre risorse. A Dominique. Bonjour, merci d'être là. Je vais commencer par m'excuser de ne pas parler en italien. Je parle espagnol et français. Alors, quand on parle espagnol et français, on a un peu honte de ne pas parler italien. Je suis désolé. Donc, pardonnez-moi ça. Alors, en une demi-heure ou en 40 minutes, en essayant de garder un petit peu de temps pour vos questions, je voudrais non pas vous raconter tout ce qui est dans le livre, mais peut-être vous expliquer pourquoi l'idée m'est venue d'écrire ces histoires, qu'est-ce qui m'en a donné très fortement l'envie. D'abord l'envie et au final le besoin. Au fond, ce que j'aimerais faire ressentir, c'est que ce qui s'apparente au départ à un métier, parce qu'il faut bien partir du commencement, quand on va chercher des matières naturelles dans les pays du monde, c'est comme acheteur. Donc l'histoire pourrait s'arrêter là, on va chercher de l'essence de rose, on rencontre un producteur d'essence de rose, on discute de prix, on discute de qualité, et puis on achète, et puis on rentre. Alors, il y a des gens qui font ça. Ça s'est beaucoup fait comme ça par le passé. C'était même encore plus simple que ça. Souvent, les acheteurs restaient à Grasse, à Genève ou à New York, et puis agissaient par téléphone. Et puis les choses ont beaucoup changé, et moi j'ai vu les choses changer pendant 30 ans de façon assez positive dans ce métier. C'est-à-dire qu'il y a eu une découverte, ça paraît un peu incroyable de dire ça, mais il y a eu une découverte de ce que c'est que la source. Alors qu'est-ce qu'il y a à la source ? À la source, il y a de l'histoire, il y a bien entendu des produits, et puis il y a des gens, et des gens de toutes sortes. Et le livre, je le ressens comme ma tentative de restituer cette immense tapisserie. Je le ressens comme ça, tapisserie, parce qu'il y a des fils qui conduisent à tous les pays, à toutes les civilisations, à toutes les époques, et ces fils, ils sont de toutes les couleurs et évidemment de toutes les odeurs. Donc comment restituer cette tapisserie ? Je vais essayer de vous parler un petit peu d'histoire, un petit peu des produits, et puis aussi de rendre hommage aux gens, les gens qui sont très divers, très différents. Il y a des gens tout simples qui sont des paysans dans des pays pauvres. Il y a des femmes qui pollinisent des fleurs de vanille. Il y a des femmes qui cueillent les fleurs de jasmin aux tubéreuses en Inde. Il y a des gémeurs, il y a des bûcherons, il y a des transporteurs, il y a des distillateurs, il y a des extracteurs. Tous ces métiers qui, à la fin, aboutissent dans les mains des parfumeurs qui transforment ça en quelque chose de magique dans les flacons. Alors, si on veut commencer par l'histoire, moi, j'avoue que j'ai découvert dans mes voyages que le parfum est totalement lié depuis les origines à l'histoire de l'humanité. Alors, paraît un petit peu plat de dire ça, mais j'ai découvert, si je veux prendre deux exemples, l'histoire de l'encens et l'histoire du cèdre du Liban. Donc là, quand on parle de ces produits, on parle de choses qui ont commencé avec la civilisation, qui ont commencé il y a donc au moins 5000 ans. Donc, pour faire court, et ça sera une façon pour moi de vous traduire pourquoi il y a beaucoup d'émotions dans ce livre, quand vous vous retrouvez dans les montagnes de la Corne de l'Afrique, donc en l'occurrence au Somaliland, c'est-à-dire la partie nord de la Somalie, et que vous voyez un garçon, 20 ans, 25 ans, qui vous a conduit jusque-là, c'est pas facile,
vers les arbres à encens. Les arbres à encens, ils sont nichés dans les falaises, ils n'aiment pas trop qu'on les trouve, qu'on vienne les voir, ils poussent dans les cailloux, dans les rochers. Et ce garçon, donc une fois qu'on est arrivé, un peu essoufflé, qu'on a grimpé tout ça, il sort un couteau, il appelle ça un mangaf, et il montre ce qu'il fait, il montre son travail. Donc il gratte avec son couteau, c'est très très beau l'écorce des arbres à encens, c'est tout doux, on dirait un velours gris pâle. Il gratte tout doucement, et au moment où il décolle un morceau d'écorce, il y a les perles comme du lait de l'encens qui commencent à sortir, et immédiatement l'odeur vous fracasse. L'odeur est tellement forte, l'encens n'a même pas commencé à sécher ni rien, l'odeur est tellement forte qu'elle vous fracasse. Alors vous êtes fracassé par l'odeur, mais vous êtes fracassé par quelque chose d'autre, c'est que les gestes, les lieux, l'outil où tout ça se passe, c'est exactement la même chose qu'il y a 5000 ans. On le sait, c'est documenté. Autrement dit, quand la reine égyptienne Hatshepsut envoyait des expéditions pour s'approvisionner en encens, parce que les Égyptiens, et comme après eux les autres civilisations, ne pouvaient pas se passer de l'odeur de l'encens, eh bien, c'était au même endroit, c'était le même outil, et ça se passait de la même façon. Rien n'a changé. Donc quand je conclus dans mon livre ce sentiment que j'ai ressenti très fort en disant « le temps est immobile », c'est un des endroits du monde, une des situations, une des circonstances dans lesquelles on a le sentiment que le temps est immobile. Et le deuxième exemple que je voulais prendre, c'est celui du cèdre du Liban, parce qu'il traduit encore autre chose. Les Mésopotamiens et les Égyptiens n'avaient pas vraiment de forêt, ils manquaient de bois, et donc ils se sont retrouvés, pour des raisons géographiques assez évidentes, à venir sur le mont Liban, où poussait une forêt extraordinaire, que je considère comme la mère de toutes les forêts du monde, qui est la forêt des cèdres du Liban. Et ils ont commencé à couper ces arbres dès que l'homme a été capable de faire des haches, en gros, c'est-à-dire à l'âge du bronze, parce que avant, en pierre, c'était un peu compliqué, en cuivre, c'était pas assez solide. Donc dès qu'on a été capable de faire des haches en bronze, on s'est mis à couper des cèdres. Et pourquoi est-ce qu'ils coupaient des cèdres? Ils les coupaient à la fois parce que c'est un bois extraordinaire en termes de résistance, de ses qualités, mais parce que c'est un bois qui sent extraordinairement bon. Et ils le faisaient pour les deux. Quand le roi Salomon, en l'an moins 1000, demande au roi de Tyr de Phénicie d'envoyer 10 000 bûcherons sur le mont Liban pour lui couper les arbres, pour qu'il puisse construire son temple, le projet des architectes de son temple, c'est de faire des colonnes en cèdre, mais c'est que tout le temple soit garni de panneaux qui sentent, et qui devaient sentir quelque chose d'absolument extraordinaire, puisque quand on a retrouvé des bateaux égyptiens de moins 2000 qui étaient faits en bois de cèdre, dans les tombes, le bois sentait toujours. Donc il y a quelque chose de très prenant auquel je ne suis pas sûr qu'on soit suffisamment sensible, c'est-à-dire à quel point l'histoire du parfum, elle ne commence pas à Grasse. L'histoire du parfum, elle ne commence pas avec les huiles essentielles. L'histoire du parfum, c'est l'histoire de l'humanité dont l'une des principales activités, à part de se nourrir, c'est de s'enivrer. Et au départ, le parfum, c'est une drogue. On brûle du bois de genévrier, on brûle du bois de cèdre, on brûle de l'encens parce que les fumées nous étourdissent, elles nous conduisent vers le divin. Donc il y a ce point de démarrage fantastique, et puis la tapisserie se déroule. Et au fond, l'histoire du parfum, c'est qu'à chaque fois que les hommes ont inventé un petit bout de technologie, ils l'ont appliqué au parfum pour faire des progrès. Donc au départ, les bois, oui, bien sûr, parce qu'ils sont là, qu'ils sentent bon. Les résines, on les raclait, on les prenait, puis on a appris à gemmer les arbres, etc. Mais après, il y avait tout le reste, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Tout le monde, la rose et les roses existaient depuis toujours, mais comment on fait pour capturer le parfum de la rose? C'est ça la difficulté. Et c'est ça toute l'histoire de la parfumerie. Alors on voit les civilisations, à certains endroits, pour des raisons toujours différentes, mais quelquefois un peu mystérieuses et toujours avec des histoires extraordinaires, on voit les civilisations s'emparer de morceaux de technologie et apporter quelque chose. Alors, je profite de ça pour illustrer ça par l'histoire de la rose. Donc,
La rose, alors mythique dans toutes les civilisations, tous les symboles possibles, la féminité, nanana. Et puis, tout d'un coup, les Perses réalisent très tôt, c'est presque aussi vieux que mes affaires d'encens, qu'il y a une rose qui sent particulièrement bon. Et cette rose, elle pousse sur les montagnes autour de Shiraz. Alors, ils commencent à ramasser ces roses et puis ils ont l'idée de les faire bouillir et ils inventent l'eau de rose. C'est très simple, on ne peut pas faire plus simple, et ça continue à se faire aujourd'hui. On met des roses dans l'eau, dans une casserole ou un alambic, c'est pareil. On fait bouillir et la vapeur qui sort de ça, on la condense et la condensation de ça fait une eau merveilleusement parfumée. Et donc les Perses ont été les maîtres de l'eau de rose pendant des siècles. Et là se déploie un phénomène qu'on va retrouver à toutes les époques et sur tous les produits dont je parle dans le livre, c'est le voyage. C'est-à-dire que dès que les gens ont mis la main sur quelque chose de plaisant d'un point de vue parfum, eh ben, ils vont le diffuser partout. Et ils vont le diffuser d'autant plus facilement que les peuples auxquels ils les amènent sont évidemment absolument demandeurs d'adopter ça. Donc les Perses diffusent l'eau de rose, ils sont jalousés parce qu'ils en ont un peu le monopole. Et puis très tard, c'est-à-dire au tout début du XVIIe siècle, il y a une légende, mais je pense que c'est une histoire vraie parce qu'il y a des écrits qui expliquent qu'à la cour d'un empereur moghol, donc dans les environs du Taj Mahal actuel, lors du mariage de sa fille, il y avait évidemment des quantités considérables de roses, il faisait très chaud, et à la fois dans les bains et dans les canaux où on avait étalé partout des roses, il avait fait tellement chaud ce jour-là qu'à la fin de la journée, quand on a retiré les fleurs, on a vu briller à la surface de l'eau une pellicule d'or. Et cette pellicule d'or, eh ben, c'est l'invention de l'huile essentielle, c'est l'invention de l'essence de rose. Donc l'empereur fait récupérer cette pellicule et il écrit dans ses mémoires, c'est très touchant, je n'ai jamais rien senti de tel, c'est l'odeur la plus puissante et la plus belle qui puisse exister à la surface de la Terre. Donc on voit comment progressivement on va rentrer dans les choses. Et il faudra attendre encore 100 ans pour qu'on soit véritablement capable d'inventer la parfumerie qu'on connaît encore de nos jours, c'est-à-dire la parfumerie alcoolique, c'est-à-dire être capable de maîtriser la production d'alcool et de comprendre qu'une des façons les plus performantes de garder les odeurs, c'est de distiller les choses pour en extraire vraiment la substance, donc en général et en tout cas à cette époque des huiles essentielles, et de les mélanger, de les dissoudre dans l'alcool. Et c'est ce que fait avec un bonheur extraordinaire Monsieur Féminis, un Italien absolument génial, qui en 1709 invente son Aqua Mirabilis, qu'un autre de ses copains italiens va lui piquer pour la transformer en eau de Cologne, avec laquelle il va faire une certaine fortune. Donc l'eau de Cologne, qu'est-ce que c'est ? C'est un bouquet d'huile essentielle méditerranéenne. Alors, il y a de la lavande, il y a du thym, il y a du romarin, il y a de la bergamote, je vais y revenir. Et puis c'est dissous dans l'alcool et c'est un truc révolutionnaire. Ils inventent la parfumerie. Voilà. Donc, tac, 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 tac. Et puis on continue comme ça jusqu'au 19e siècle. Et au 19e siècle, le siècle de toutes les révolutions, techniques notamment, on se rend compte qu'il n'y a pas que la distillation à la vapeur d'eau qui produit du parfum, mais qu'on peut aussi faire ça avec ce qu'on appelle des solvants organiques, des éthers de pétrole, toutes les formes. Aujourd'hui, maintenant, c'est surtout l'hexane qu'on utilise. Et que la même rose qui produit un peu d'essence par la distillation, pour vous donner un ordre de grandeur, il faut 3,5 tonnes de fleurs de rose pour faire 1 kilo d'essence, pas gros, 1 kilo d'essence. Et pour faire ces 3,5 tonnes de fleurs, il faut en ramasser 1 million. Pèse pas lourd, hein, une fleur de rose, pèse 3 grammes. Donc 1 million de fleurs, 1 litre d'essence. Donc précieux, puissant, mais cher. Et tout d'un coup, on se rend compte que si on prend les mêmes fleurs et qu'on les extrait à l'hexane, à l'époque avec autre chose, on va avoir en gros 10 fois plus d'extraits. Et quand on aura raffiné cet extrait, on aura 6 fois plus
d'Absolute Rose qu'on a d'essence, et pour quelque chose qui sent très bon aussi. Donc on aura franchi un nouveau cap. Et on arrive comme ça, en multipliant par autant d'exemples sur tous les produits de la palette des parfumeurs, on arrive à la palette actuelle des parfumeurs qui, en gros, il ne faut pas être trop exhaustif, mais disons que pour simplifier, il y a 150 matières premières naturelles importantes qui sont à la base de toutes les spécialités que les parfumeurs utilisent. Alors, j'ai parlé des temps anciens, j'ai parlé de la rose. Je voudrais faire un petit crochet pour rendre hommage à l'Italie aussi par le jasmin et la bergamote. Alors, le jasmin, c'est une histoire qui est parallèle à celle de la rose, mais qui la rejoint, qui est très belle. Le jasmin, originaire des pentes de l'Himalaya. Et puis, les Indiens s'en emparent. Et puis, les musulmans d'Inde trouvent que c'est encore mieux que la rose, c'est la plus belle odeur du monde. Et ils vont, eux, propager tout autour de la Méditerranée le jasmin sous forme de bouture en essayant de l'implanter partout où ils passent. Et l'un des endroits où ils vont passer, c'est la Calabre. Et ils plantent du jasmin en Calabre. Le jasmin se plaît beaucoup. Le jasmin, il se plaît énormément tout autour de la Méditerranée, pas que là, mais notamment. Et jusque dans les années 50, il y avait véritablement des champs de jasmin et de la production de jasmin en Calabre, en plus de la bergamote. C'est assez émouvant parce que dans le même temps, le jasmin avait fait la gloire de Grasse, où là, il avait été planté absolument partout autour de la ville. Et encore des gens de ma génération, encore énormément de souvenirs de gamins, d'aller cueillir du jasmin en sortant de l'école, dans les alentours de Grasse, des odeurs des usines et des champs qui flottaient tout autour. Et dans ces champs, qu'est-ce qu'on retrouvait comme main-d'œuvre pour aller cueillir le jasmin? On retrouvait des familles calabraises qui montaient en fait de Calabre pour faire toutes les saisons de cueillette à Grasse. Le voyage, les échanges, les choses qui s'implantent, les choses qui disparaissent. Aujourd'hui, je crois qu'il reste un champ de jasmin autour de Reggio. C'est bien, j'espère qu'il va durer. Je crois qu'il y a des projets pour en réimplanter. Grasse, même chose, il y avait des quantités astronomiques, il a pratiquement disparu, mais on est rentré dans cette phase où tout le monde recherche maintenant des choses, d'anciennes choses nouvelles, et donc on replante du jasmin à Grasse, quel qu'en soit le prix. Il y a des marques qui sont prêtes à payer ce prix-là, et c'est un très beau retour de l'histoire. Et donc en Calabre, alors l'affaire du jasmin est un peu oubliée, mais il y en a une qui n'est pas du tout oubliée, c'est l'affaire de la bergamote. Alors, histoire extraordinaire, donc la bergamote, c'est un citrus, voilà ce qu'on appelle de la famille des orangers, des citrons, etc. Donc c'est une des très très grandes matières premières de la parfumerie, pas forcément uniquement de la parfumerie fine, mais les essences d'orange, les essences de citron, les essences de lime sont indispensables dans l'industrie du parfum. Et puis, en Calabre, il y a un truc tout à fait spécifique qui est la bergamote, qui est la princesse, la reine, je ne sais pas comment il faut l'appeler, des citrus. Alors pourquoi ? Eh bien, on ne sait pas très bien. En fait, visiblement, les Arabes adoraient les citrus pour leurs fruits, mais pas seulement. Ils l'adoraient pour leur allure, parce que le feuillage est là en hiver, il est d'un très beau vert foncé. Tous ces arbres font des fleurs qui sentent bon au printemps, et ensuite ils font des fruits qui sont très beaux. Donc, pas s'étonner de retrouver dans le palais de l'Alhambra à Grenade des jardins d'orangers amers, l'oranger amer étant celui dont la fleur a la meilleure odeur. Alors un jour, ils ont eu l'idée de croiser l'oranger amer et le citron, et ça a fait de la bergamote. La bergamote, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Le fruit est immangeable, encore qu'il y a une mode aujourd'hui où on donne au jus de bergamote, on lui attribue, je pense à juste titre, des tas de vertus. Donc n'hésitez pas à boire du jus de bergamote, mais c'est très amer, très 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 amer. Donc pas de succès pour le fruit, mais en revanche, très vite, on s'aperçoit que la peau,
car dans cette affaire de citrus, ce qui donne l'essence, c'est le zeste, c'est de gratter l'essence qui est contenue dans la peau des fruits. Et bien la bergamote, elle a un avantage sur tous les autres. Là, c'est la Rolls-Royce de l'odeur des citrus. On s'en aperçoit assez tôt. Monsieur Fiminis en met un paquet dans son eau de Cologne, et c'est le début de la gloire de la bergamote. Et alors l'histoire extraordinaire là, c'est que comme c'est une odeur formidable, on pourrait s'attendre à ce qu'on en ait planté en France, en Espagne, en Turquie, voire de l'autre côté de l'Atlantique. Eh bien pas du tout. La bergamote, elle a réussi à conserver son règne, si je puis dire, sur la pointe sud de l'Italie, entre Reggio, et puis ça remonte de l'autre côté sur la mer Ionienne. Et c'est une histoire extraordinaire parce que ça dure depuis des générations et des générations, et que bien entendu, comme on est en Calabre, c'est une affaire de famille. Et donc, il y a des familles qui se consacrent à cette industrie. Et quand on va là-bas, qu'on discute un peu avec les gens, c'est tout à fait extraordinaire parce que je reviens à mon affaire de tapisserie, on voit au fil des générations comment les technologies ont évolué. Donc il y a des photos fabuleuses, quand vous allez dans les usines aujourd'hui, on voit des ateliers, il y avait un peu l'équivalent à Grasse, où on employait des centaines de gens. C'est un peu les usines Ford, mais sauf que appliquées aux produits naturels. Des centaines de gens qui sont assis à couper, peler et presser des bergamotes sur des éponges pour recueillir l'essence. Et puis un jour, il y a un gars qui invente une machine formidable qui s'appelle la Calabrese et qui est une machine qui va mécaniquement gratter les bergamotes. Puis aujourd'hui, vous arrivez dans ces usines, c'est plein d'inox, il y a des machines ultra performantes, on est capable de faire des choses extraordinaires. Mais c'est toujours en Calabre. Et les tentatives qui ont été faites pour acclimater la bergamote ailleurs, bon, elle accepte de pousser, mais même en Sicile, elle ne pousse pas bien, elle est pas bonne. Donc les Siciliens, c'est le citron et la mandarine, et du côté de Reggio, la reine, c'est la bergamote. Alors ça, c'est juste quelques exemples. Je vais quitter un peu les fleurs et les fruits pour faire un tour du côté des arbres, qui est peut-être des choses qui sont moins connues du grand public et derrière lesquelles il y a des histoires absolument fabuleuses. Je pense au benjoin, je pense au baume Pérou, c'est-à-dire à ce que l'homme a inventé pour demander à un arbre de donner sa sève sans le tuer. C'est ce qu'on appelle un gémeur. Donc vous avez, au Salvador, il faut vraiment faut le savoir, on n'est pas prêt de rencontrer ça comme ça par hasard, des gens qui, dans la cordillère, donc on est en Amérique centrale, il y a des arbres qui sont là un peu depuis toujours, on pense qu'ils ont une centaine d'années ou plus, qui ont des formes vraiment bizarres. Ils ont ces formes bizarres parce que, année après année, il y a des gens qui montent avec une torche allumée dans leur dos, torche allumée dans leur dos, ils sont torse nu bien sûr, qui montent avec des cordes, des crochets, une espèce de petite balançoire, puis un morceau de carton qui va leur servir d'éventail. Ils montent parce que l'arbre de myroxylon, en l'occurrence, ne va accepter de donner du baume que si on le blesse avec de la chaleur. Donc il faut aller brûler une partie de l'arbre, petite, il ne faut pas trop l'abîmer, et c'est une fois que la brûlure aura été faite que petit à petit, l'arbre va exuder son baume, on va mettre des chiffons pour capter ces baumes, et puis 2 semaines après, le gars va revenir, il va remonter, il va collecter les chiffons, et puis il va faire bouillir les chiffons. Quand vous visitez ça en 2010 ou en 2020, franchement, vous regardez d'un petit peu loin un atelier de pressage du baume Pérou, ça s'appelle le baume Pérou, vous avez le sentiment que le truc a été construit par Christophe Colomb la semaine d'avant. C'est entièrement du bois, des assemblages, des cordages, avec des gars qui tirent, tout ça c'est fait à la main. Alors, la réaction de l'acheteur occidental, c'est souvent de dire « mais ils sont complètement débiles, enfin, c'est pas possible, on ne va pas continuer à faire ça ». Sauf qu'on s'aperçoit que si on réfléchit, la façon dont ils le font, depuis le moment où ils montent dans l'arbre jusqu'au moment où ils mettent le baume dans le bidon, c'est le meilleur compromis technico-économique possible.
toute autre façon de faire soit ferait disparaître les arbres, soit amènerait à des produits beaucoup plus chers. Et de génération en génération, ils ont transmis ça. Et moi, j'ai vu un père apprendre à ses fils à grimper à l'arbre en disant, et là on touche à un autre aspect que j'évoque aussi dans le livre, de toute façon, c'est ça ou rien. Parce que pour ces gamins, c'est soit apprendre à faire ça et accepter d'en vivre, soit c'est descendre à San Salvador, dans la capitale, et rejoindre les gangs de la drogue. Donc c'est dur, c'est des réalités très dures. Et là, je voudrais faire une petite parenthèse, parce que je crois qu'elle est indispensable. L'industrie du parfum, à cause de la longueur de la chaîne entre le champ et le flacon, n'a longtemps pas eu conscience de ses responsabilités. Autrement dit, que ça soit un parfumeur, que ça soit un service de marketing qui définit les briefs et la façon des produits qu'ils voudraient avoir dedans, n'ont longtemps eu pas la moindre idée des enjeux, de ce que ça voulait dire de continuer à avoir du baume Pérou à la palette. Et cette époque, elle est en train de se terminer, c'est très intéressant. Et pourquoi elle se termine? Tout simplement parce que le monde bouge et c'est sous la pression des consommateurs. C'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui, mais c'est très récent, il faut réaliser ça. Le consommateur dit, attendez, là vous me dites qu'il y a de la vanille dans votre parfum, formidable, excellent, ça sent vachement bon, je suis d'accord, mais moi je voudrais savoir quand même, cette vanille, il paraît que ça vient de Madagascar. Alors, est-ce que c'est des enfants qui ramassent ça dans les champs? Est-ce que les femmes qui ramassent sont battues? Est-ce que les gens ont suffisamment à manger? Ils posent des questions de base. Mais ils posent des questions de base que personne n'avait jamais posées avant et qui sont à l'origine de drames considérables, de crises. Parce que le fait de ne pas se préoccuper de ces gens fait qu'au fond, la seule règle qui prévalait, c'est de dire the cheaper, the better. Moi, le gars qui m'intéresse à la source, c'est celui qui me donne le meilleur prix. Après, c'est son affaire. Combien il va payer ses cueilleurs, combien il va payer son baume Pérou, c'est pas mon problème. Bah si, c'est complètement notre problème. Complètement. Et moi, alors là, je vous parle en tant qu'écrivain, si j'ose me qualifier ainsi, et pas en tant que salarié de mon entreprise. Je dis, et je le dis très calmement, que beaucoup des produits naturels que nous utilisons ne sont pas assez chers, alors qu'ils ont la réputation d'être très chers. Mais ils ont la réputation d'être très chers pour des gens qui n'ont pas l'idée de ça. En fait, je reprends mon histoire de la chaîne, du champ au flacon. Pour tout le monde, c'est une évidence que le flacon de parfum est une affaire de luxe. Tout Exence en est la preuve et l'illustration fantastique. Ça n'est que luxe et surluxe et encore plus de luxe et du luxe différent. Le truc, c'est qu'on n'a pas encore complètement intégré qu'une fleur de jasmin et son absolu, qu'un arbre à baume Pérou et son baume, c'est du luxe aussi. C'est une autre forme du luxe, mais c'est du pur luxe. Et c'est peut-être un luxe encore plus précieux parce que c'est un luxe qui consiste à ce que des gens acceptent, dans mon affaire de tapisserie, de continuer à tisser les fils. Ouais, d'accord, ils ont peut-être 5000 ans, mais ça serait bien qu'ils ne s'arrêtent pas. Et les gens qui aujourd'hui ont c'est pas des métiers où on fait fortune, hein, franchement. Alors, il y a des gens qui le font très bien, qui gagnent très bien leur vie. Je ne veux pas transformer ça en un truc misérabiliste, mais ce sont des métiers de la terre, ce sont des métiers de la forêt, quelquefois c'est des métiers des déserts. Donc, ce que font ces gens, leur contribution, leur rôle à l'arrivée dans un flacon de parfum mérite d'être reconnu plus que ça ne l'est. Et moi, si mon livre aura pu contribuer à un petit peu allumer une petite étincelle là-dessus, j'en serais tout à fait ravi. Alors, puisqu'on parle des arbres, il y a l'histoire à laquelle Dominique a fait allusion. Alors, celle-là, c'est une belle histoire. Je raconte exprès dans le livre, je raconte une histoire très triste, puis une histoire très réjouissante. L'histoire très triste, c'est comment, même chose, c'est le 19e siècle et son héritage, comment on n'a pas hésité, l'industrie française du parfum a massacré tout le bois de rose en Guyane, parce que le bois de rose, ça sent extraordinairement bon, parce que c'est plein de linalol, que le linalol, c'est un truc
Voilà, vous avez du linalol dans la lavande, enfin c'est toutes ces notes que spontanément on vous donne une mouillette de linalol, vous adorez ça sans même savoir ce que c'est. Alors il y avait plein de linalol dans le bois de rose, on s'en est aperçu, et les colons de Guyane se sont mis à l'exploiter. Puis ils se sont mis tellement à l'exploiter qu'un jour on s'est aperçu qu'il n'y en avait plus. Je simplifie un peu l'histoire, mais c'est ça. Donc 19e siècle, c'est le siècle qui est capable, sur des sujets très divers, de se dire, de toute façon la nature, c'est un monde horrible, hostile et infini. Donc tout ce qu'on pourra faire, ça sera bien. Donc on a fait comme ça avec les éléphants, on a fait comme ça avec les bisons, on a fait comme ça avec les séquoias en Californie. Et en général, j'ai essayé de regarder quelques chiffres parce que ça m'intéressait. On s'arrête autour de 1%, 1,5%. Aujourd'hui, les parcs des séquoias dans le nord de la Californie, c'est 2% de ce qu'était la surface originelle. Si on continue à tuer les éléphants au rythme où on l'a fait ces 15 dernières années, il restera à peu près 1 à 2% du troupeau d'éléphants initial avant l'arrivée des Européens en Afrique. Voilà. Donc bois de rose. Et aujourd'hui, il y a des tentatives pour essayer de dire on va en faire repousser, mais on va faire attention, on ne va plus couper les arbres, on va distiller le feuillage. C'est très compliqué de refaire, de recréer quelque chose qui avait disparu. Et donc j'en viens à l'affaire du santal. Donc le santal, alors on a parlé de l'encens, on a parlé du bois de cèdre, le santal, il est dans cette catégorie. C'est l'odeur de l'Inde, c'est l'odeur sacrée, c'est une odeur absolument fantastique qui mélange le boisé et le lacté. Et le santal, il était très identifié. Alors il y a des variétés de santal, il y en a qui poussaient un peu partout dans le Pacifique, mais enfin la grosse ressource en santal était sur la côte sud-ouest de l'Inde, à partir de Mysore et en descendant. Et même chose, avec la bénédiction des Anglais, avec le succès de la parfumerie, on a coupé de plus en plus de santal. Puis, grosso modo, petit à petit, on s'est dit « Ah, c'est embêtant parce qu'il n'y en a plus beaucoup. » Puis après, on a dit « C'est très embêtant parce que là, il n'y en a plus du tout. » Puis, on est arrivé au stade où les gens se sont battus. Il y a eu des meurtres pour voler du santal, voler des arbres. Je raconte ça dans le livre. Alors, en Australie, il y a des gens qui se sont dit « Mais attends, cette histoire, c'est quand même vachement intéressant parce que l'essence de santal, on voit des parfumeurs qui pleurent toute la journée qu'ils ont pu leur fameux santal de Mysore. Mais nous, on a des coins là dans le nord-ouest où on a des conditions qui sont un peu similaires au climat du Kerala. On pourrait faire quelque chose. » D'ailleurs, ils ont fait ça à la anglo-saxonne avec beaucoup d'argent, beaucoup d'intelligence, beaucoup de détermination. Et dans un coin où il n'y avait rien, ils se sont mis astucieusement à côté du plus grand réservoir d'eau d'Australie et ils ont planté des milliers d'hectares de jeunes santal en partant de zéro. Et aujourd'hui, comme ça a été fait il y a 20 ans, vous commencez à avoir des forêts de santal, des choses qui ressemblent vraiment avec des vrais arbres, sachant que dans un monde idéal, il ne faudrait jamais couper et distiller un arbre avant qu'il ait 40 ou 50 ans. À 20 ans, on peut commencer à tirer de l'essence qui est bonne. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, on a l'exemple d'une ressource qui avait disparu, qui allait complètement disparaître et qui revit pour de vrai. C'est pas un petit truc dans un coin, non, c'est un truc d'une ampleur phénoménale. Donc c'est encourageant. Voilà, alors c'est ce que je voulais vous dire sur les arbres. On a parlé des fleurs, on a parlé de la bergamote. J'ai pas tout à fait fini tout à l'heure mon histoire sur la rose, parce que ce qui est très beau dans l'histoire de la rose, c'est que il y a quelques odeurs comme ça, pas toutes. La rose, ça n'a rien à voir, mais c'est la vanille. Qu'est-ce qu'elles ont en commun? Elles sont universelles. Il n'y a personne qui n'aime pas la rose et il n'y a personne qui n'aime pas la vanille. On ne sait pas pourquoi, je schématise un petit peu, mais pas beaucoup. C'est-à-dire, il y a des odeurs, par exemple, tout le monde aime la lavande, mais c'est les Français qui aiment particulièrement la lavande. Les Allemands, ils aiment beaucoup plus les notes de pin, d'aiguilles de pin, les notes vertes, les notes boisées. Donc, il y a des notes un peu segmentantes ou caractéristiques, puis il y a des notes universelles. Et alors, dans cette histoire des Perses qui ont transmis, et puis ensuite de l'essence de rose, arrivent les Ottomans. Les Ottomans sont frappadingues de roses, et donc ils vont la diffuser, et ils vont essayer de planter des roses partout dans l'Empire ottoman. Et il y a un sultan qui un jour déclare « J'ai tout senti, j'ai tout regardé. Moi, les roses, je veux qu'elles poussent dans ma province d'Edirne, là, dans la ville de Kazanluk. »
Et en fait, c'est une ville qui est au cœur de la Bulgarie actuelle et où, donc sous la houlette des Ottomans, on a développé la culture de la rose et la distillation de la rose. Alors les Bulgares, qui étaient bulgares, mais enfin qui étaient sous le joug ottoman à l'époque, ont été très inventifs aussi. Là, ils ont inventé la double distillation pour être capables de créer l'essence de rose actuelle. Et la Bulgarie est devenue, à la fin du XIXe siècle et jusqu'à la Première Guerre mondiale, la référence incroyable. Il n'y avait de rose que bulgare, remportait tous les prix dans les expositions universelles. Donc c'est assez étonnant de voir tout d'un coup. Et puis pendant ce temps-là, ça n'a pas empêché la rose d'aller se diffuser dans plein d'autres endroits, jusqu'au Maroc, où il y a aujourd'hui des plantations de roses importantes, presque au bord de l'Atlantique. On ne sait pas très bien comment elle est arrivée jusque-là, mais probablement la suite du voyage. Et puis en cours de route, elle a essaimé. Quand les Bulgares ont repris leur indépendance, ils ont chassé les Turcs, et les Turcs se sont remis à cultiver de la rose en Turquie. Et puis il y a de la rose sur les plateaux d'Arabie Saoudite, il y a de la rose maintenant évidemment en Iran, qui aimerait bien, étant à l'origine de cette rose, faire partie du jeu. Donc une dissémination qui est assez magnifique parce qu'à chaque escale, la rose sent différent. Donc une rose Iran sent pas comme une rose Taïf, ça c'est l'Arabie, certainement pas comme une rose de la vallée du Dadès et pas comme une rose bulgare. Donc variété d'histoire, variété de terroir. Et au fond, c'est formidablement réjouissant que ça sente différent. Évidemment, ça nous enchante. Ça nous enchante. Quelle heure il est ? 40. Attends, j'ai pas compris. Il faut que je conclue. D'accord. Bon, alors, donc j'ai été très bavard. Je propose de vous laisser la parole et que vous me posiez les questions que vous avez envie de me poser. Et je serai ravi d'y répondre. Si vous n'en avez pas, moi je vais continuer. Hein, c'est pas... No, you can say it in English. Alors, this is. Can I answer in English? No. Non, vous avez la traduction dans le. D'accord, ça va. J'ai deux souvenirs très différents et très marquants. J'ai raconté l'encens. Je me suis jamais complètement remis de ce truc-là parce que c'était trop beau, trop émouvant. Il y avait les traces d'Arthur Rimbaud dans tout ça. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Donc la quête de l'encens. Il se trouve que j'ai rêvé d'arriver dans les montagnes du Somaliland vraiment pendant 25 ans. Et j'en profite pour dire quelque chose d'important. Si j'y suis allé, je n'y suis allé que le jour où j'ai trouvé un partenaire qui était capable de m'accompagner. Je n'y serais pas allé tout seul. La façon dont, sur les 10 ou 15 dernières années, les producteurs à l'origine ont évolué, sont devenus des gens formidables, avec des jeunes générations qui s'impliquent, qui veulent travailler de façon proche de la source, de façon éthique, c'est quelque chose de magnifique, qui me rend très très optimiste pour l'avenir. Donc j'avais un partenaire de ce type au Somaliland, et le fait qu'il me guide, alors le souvenir était évidemment un petit peu épicé, parce qu'on était accompagné de 2 gardes avec des kalachnikovs, parce que c'est bon, c'était pas... L'histoire du Somaliland, vous verrez dans le livre, j'ai pas le temps de vous en parler comme ça, mais c'est une histoire extraordinaire. C'est l'ancienne Somalie britannique qui, aujourd'hui, c'est un pays qui fonctionne tout seul, mais il n'est pas reconnu par les Nations Unies. Donc il n'existe pas. C'est vachement intéressant d'arriver dans un pays qui n'existe pas. Donc ça, c'est l'encens. Et j'ai une deuxième expérience, alors j'y suis allé souvent, c'est Madagascar. Parce que Madagascar, c'est juste dingue. C'est-à-dire que c'est un des plus beaux pays du monde, avec un des peuples les plus merveilleux. Les Malgaches sont des gens formidables, amicaux, ils ont toutes les qualités. Ils vivent dans un état de pauvreté absolue. Et ça dure. Ça dure
on va pas rentrer dans des considérations politiques, mais enfin, rien n'a bougé à Madagascar depuis que les Français sont partis. Ils sont quand même partis en 1960. Donc, c'est dingue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État, il n'y a rien. Et il n'y a que ce qui est fait par le privé hors État. Donc, je me suis beaucoup occupé de vanille. J'ai rencontré une femme extraordinaire qui était une petite fille qui avait démarré pieds nus dans la brousse à aider ses parents dans leur épicerie et qui est devenue une reine de la vanille par ténacité et qui, à travers ce parcours, n'a jamais oublié les paysans, leurs besoins, leurs misères, et dans tout ce qu'elle a fait, leur a rendu des choses et a fait des réalisations formidables. Des réalisations, il y a tout à faire. Il faut donner des goûters aux enfants quand on a le bonheur d'avoir construit une école avant, parce qu'au moins on est sûr qu'ils auront un repas par jour. C'est creuser des puits, parce que sinon, il n'y a pas d'eau, c'est les femmes qui descendent à 3 ou 4 km pour aller chercher de l'eau marron dans la rivière. Et ça, c'est pas, je ne vous parle pas de 1930, là, on parle de maintenant. Et tout est comme ça. Les dispensaires sont à 25 km. Bon. Donc, évidemment que quand on se retrouve acheteur dans ce type de situation, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait là ? Est-ce qu'on fait bien ou est-ce qu'on fait mal ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment il faut se comporter ? Comment est-ce qu'on peut aider sans que ça soit dérisoire ou mal fait ou qui ne serve à rien ? À Madagascar, j'ai vraiment appris l'importance du lien avec les producteurs locaux. Sans Gigi, j'aurais rien fait. C'est elle qui savait ce qu'il fallait faire. Et ça, c'est une leçon très importante qu'il faut que beaucoup d'ONG réfléchissent et digèrent. Voilà, donc 2 très grands souvenirs, le Somaliland et Madagascar. And I would have a question related to the sustainability and ethical sourcing you mentioned. Would you have a good example of one of the sources that has developed in an ethical and more sustainable way, an inspiring example to share? De quelque chose de plus éthique aujourd'hui, de plus peut-être aussi sustainably sourced. Vous voulez un exemple de quelque chose qui fonctionne très bien ou qui ne fonctionne pas bien? Non, plutôt ce qui fonctionne bien ou qui a bien évolué. Alors, ce qui est formidable, vraiment, sans faire de baratin, comme on dit en français, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de filières qui commencent à fonctionner très bien. Pour les raisons que je vous ai dites, c'est-à-dire que tout se joue dans la qualité du producteur à la source. Alors on a longtemps dit, les producteurs, les bons producteurs, il faut qu'ils fassent de la qualité et du prix. Ben non. Ce qui est extraordinaire dans ce métier, c'est que les producteurs, ils ne font pas un job, ils en font 2. Et qui sont, pour moi, pratiquement distincts. D'abord, il faut qu'ils vendent à Firmenich, à Givaudan, à la terre entière, il faut qu'ils arrivent à vendre leurs produits. Donc il faut que ce soit des commerçants. Il faut que pour ça, ils soient structurés, que leurs produits soient de qualité suivie. Donc ça demande un niveau technique, un niveau d'équipement. Donc il y a un premier métier, c'est je suis un distillateur commerçant de qualité. Mais quand il a fini de faire ce métier le soir, il n'a pas commencé le deuxième. Et le deuxième, c'est d'où vient ma matière première. Et donc tous ces gens sont absolument obligés, quand je parle de Gigi sur la vanille, quand je parle de l'encens, tous ces gens sont obligés de constituer un référentiel, un réseau pour s'assurer qu'ils sourcent les matières premières dans de bonnes conditions. Ça veut dire qu'ils sont obligés de s'impliquer à tous les niveaux. J'ai suivi de très près l'histoire, parce qu'on n'a pas le temps, mais il aurait fallu parler de la déferlante des certifications, des exigences qui sont demandées. Donc, les sociétés occidentales sont très très fortes pour avoir toutes les exigences du monde. En disant non, c'est pas possible, nous il faut savoir. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets, sur le ramassage des fleurs sur les cultivateurs de fleurs de jasmin en Inde. Eh ben, en gros, aujourd'hui, si vous voulez donner satisfaction à l'industrie, il faut non seulement savoir exactement la rémunération des gens, savoir comment est cultivée la ferme, quels sont les intrants qui sont utilisés, pas utilisés, mais ça va plus loin que ça. Ça va au niveau du village.
il faut s'assurer que l'eau du village répond à un certain nombre de critères d'analyse, qu'il n'y a pas d'ordures dans le village, parce que tout ça fait partie des référentiels occidentaux. Donc ce que je veux dire par là, je veux dire deux choses un peu différentes. Je fais une petite critique sur... Bon, mais ça veut dire que, et encore une fois, ça n'a pas 10 ans, ça. Ça n'a pas 10 ans. On a relevé la barre du niveau d'investigation très très haut. Mais ça a des tas de bons effets. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on détecte forcément les situations qui étaient des situations anormales. Sauf que, alors, détecter, c'est bien. En même temps, l'industrie du parfum ne peut pas régler tous les problèmes de la misère du monde. Et quand elle pense qu'elle peut le faire, elle se trompe. Je veux dire, l'industrie du parfum, elle peut faire des tas de trucs bien avec la vanille, mais elle ne peut pas se substituer à l'État malgache. Si l'État malgache est absent, ben, c'est insoluble. Il faut se le dire aussi crûment que ça. Aussi crûment que ça. Mais les gens qui sauvent tout ça, ce sont les producteurs. Et il y a sur beaucoup, je ne veux pas dire sur toutes, mais sur beaucoup de filières, des producteurs formidables aujourd'hui. Très connectés à la source, très conscients de l'origine des produits dans les champs, très conscients de toutes les rémunérations, conscients du fait qu'il faut éliminer les intermédiaires inutiles, qu'il faut éviter les phénomènes de spéculation, qu'il faut avoir de la transparence. Je veux dire, tout ça est en train de rentrer dans un espèce de référentiel qui est en train de s'imposer partout. Oui. Merci beaucoup. Une question, en fait, concernant l'optimisme que vous avez sur... Quel est votre optimisme sur le futur, vu les régulations, vu le changement climatique et vu la consolidation de l'industrie des fragrances? Merci. Autrement dit, il ne faudrait pas être trop optimiste quand même. Ben moi, je suis optimiste. Alors, on va y aller morceau par morceau. Le changement climatique dans nos métiers, je pense que le sujet numéro 1 de très loin, c'est l'eau. Donc oui, on peut dire que le futur des huiles essentielles qui sont sur des plantes cultivées passera par des cultures irriguées. Et que là où on ne pourra pas irriguer, il y aura quelques situations qui vont se maintenir, peut-être en Afrique, sur des situations favorables. Mais je donne toujours le même exemple, mais qui est pour moi très parlant, c'est l'histoire du plateau de Valensole. Donc la France a réussi jusqu'à présent à conserver une forme de monopole sur le lavandin, dans un plateau, parce qu'il y a des conditions extrêmement favorables. Elles étaient très favorables tant que le régime des pluies était favorable. Le régime des pluies, depuis 5 ans, il a changé. Et donc tous les fermiers de Valensole savent que dans la durée, ils ne pourront durer qu'avec des champs irrigués. Donc c'est une révolution majeure. Ça, c'est le premier point dont acte. La consolidation de l'industrie, je pense que c'est des sujets qui concernent, à mon avis, d'un peu loin, nos producteurs, les fameux producteurs dont je parle. Moi, mon grand pari, c'est que si on a une centaine de producteurs dans le monde entier consacrés à ces sujets de plantes aromatiques et d'extraits aromatiques, on va véritablement faire comprendre à la planète entière qu'on est en train de sauvegarder et de développer une industrie du luxe dans l'agriculture, dans la foresterie, dans l'agroforesterie. Et je pense que les champs de progrès dans ce domaine sont tels que le parfum peut jouer un véritable rôle de laboratoire dans ce domaine, c'est-à-dire montrer la voie, peut-être à petite échelle, mais comme ça qu'on progressera sur des cultures évidemment sans pesticides, sans trucs, sans machin, sur du gémage d'arbres intelligents, sur de l'association peut-être d'arbres à parfum avec des cultures à parfum. Et l'industrie a la chance d'avoir une taille significative, mais pas gigantesque. On n'est pas dans l'agroalimentaire, qui permet de faire des choses qui iront dans le très bon sens et qui donneront des exemples. On a dépassé l'heure, non? Ouais. Bon, alors. Okay.
On a dépassé l'heure, il y a des gens qui doivent attendre dehors. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai été ravi de parler avec vous de tous ces sujets et je vous souhaite un très bon salon.